Votre mobilisation est réelle, mais pas encore suffisante. Aidez-nous, vraiment, maintenant. Financer TVL, c'est essentiel. D'avance, merci à tous. Bonjour à tous pour le Zoom. Aujourd'hui, je reçois Laurence Dezelay. Bonjour madame. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler d'un sujet particulièrement délicat. On va le comprendre tout de suite. Vous nous présentez votre ouvrage « Pardon, maman, pour ce qu'ils t'ont fait ». C'est aux éditions Plomb, disponible sur la boutique TVL. Il y a un sous-titre « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort ». C'est un article du Code civil, tout simplement. Vous allez nous raconter tout de suite ce qu'il s'est passé et ce dont vous êtes rendu compte ce fameux 27 novembre 2019. Eh bien, le 27 novembre 2019, je suis en train de préparer le déjeuner pour mes enfants qui rentrent de l'école et j'ai sur mon téléphone des notifications. Quand une info importante tombe, ça sonne. Donc machinalement, je prends le téléphone, je regarde et je vois CDC. CDC, ça me dit quelque chose, mais comme ça... pas tout de suite. Enfin, je me dis, oui, je connais ça, CDC, ça me dit quelque chose. Je vois Descartes, là, ça me dit vraiment quelque chose. Et je continue à lire et je découvre qu'au centre du don des corps de Paris-Descartes, rue des Saints-Pères, en plein Paris, dans les quartiers chics, au 5e étage, où se trouvait donc le centre du don des corps, CDC, il y avait un charnier qui a été découvert et qui était là depuis une trentaine d'années. Je vois qu'on y trouve des corps noircis, en décomposition, des chambres froides qui ne réfrigèrent plus, des corps grignotés par des rats, par des souris, des préparateurs de corps qui démembrent les corps qui arrivent à même le couloir, qui n'ont pas de pièces pour ça, qu'il y a un trafic qui s'organise en parallèle. Et je vois tout ça et je me dis, ben oui, il n'y a rien à faire, c'est bien là que ma mère a donné son corps en 2015. Parce qu'effectivement, en 2015, vous perdez votre maman qui vous fait savoir qu'elle souhaite offrir son corps à la science. Comment avez-vous reçu cette information quand elle vous l'a donnée, quand elle vous l'a annoncée ? J'ai été très surprise et contrariée. Comme elle était malade, j'ai pas trop voulu polémiquer, bien sûr. Donc je lui ai simplement dit, Alors je lui ai dit, c'est très beau ce que tu fais. La première chose, je lui ai dit, c'est magnifique, c'est un geste altruiste et c'est superbe. Bravo, bravo parce que tu vas aider plein de gens et plein de médecins à avancer, c'est superbe. Mais est-ce que tu as bien réfléchi à ce que tu vas faire ? Est-ce que tu t'es renseignée sur ce que c'est que le don du corps et ce qui va t'arriver une fois que tu vas être morte ? Elle m'a dit oui, j'ai même été reçue là-bas, j'ai été voir pour signer les papiers, etc. Donc je lui ai dit que quand j'étais étudiante, moi, je mangeais au resto Mabillon, au resto universitaire avec les étudiants en médecine. Il racontait des choses qui n'étaient pas très joyeuses sur les dissections et qu'il y avait des étudiants qui étaient assez malveillants avec les corps. Et elle m'a dit non, mais ça c'est fini, ça, c'était dans le temps. Maintenant c'est plus comme ça, tout est sérieux, tout est encadré, il n'y aura pas de problème. Bon, je lui ai dit, tu sais que nous, on va être privés d'une sépulture, on n'aura pas de lieu pour se recueillir. Alors ça, c'est très important, parce que souvent, on ne se rend pas compte pour les familles l'enjeu de faire cette démarche. C'est ça, et je lui ai dit, pour nous, ça va être dur de ne pas avoir un endroit. Elle m'a dit, mais si, mes cendres seront dispersées à Thiais, tu pourras aller à Thiais. Ouais, bon, elles sont dispersées, mais vraiment dispersées. Donc, où vas-tu être ? C'est pas vos racines. Bah non plus. Donc, bon, je lui ai dit, écoute, moi, ça me pose un problème, mais elle m'a dit, s'il te plaît, jure-moi que tu vas respecter ma volonté et qu'une fois que je serai morte, tu le feras. Je dis, oui, je te promets, je le ferai. Et alors justement, quand vous lisez ce fameux article, vous vous rendez compte de quelle façon que votre maman pourrait être concernée par cela ? Est-ce que là, c'est une question de date, c'est une question d'ampleur ? Comment vous vous rendez compte qu'il y a de très fortes chances pour que votre maman soit concernée ? Alors déjà, il me faut du temps pour comprendre ce que je lis, parce que mon cerveau bloque et je ne comprends plus rien, tout se mélange. J'ai une grosse bouffée d'adrénaline qui part et je me sens pas bien. Je suis obligée de m'asseoir, je me mets à pleurer, je suis secouée avec des spasmes et je me dis, bon, calme-toi, respire, ça va aller. Et je relis les dates et il n'y a rien à faire, ça tombe en plein dedans. Donc oui, je sais tout de suite qu'elle est dedans. Et vous savez qu'il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de... Comment dire ? C'est le sort réservé à tous les corps qui vont à cet endroit. Bah oui. Oui. Alors là, je me mets à fouiller sur Internet pour essayer de trouver des articles ou des choses un peu plus fouillées que je pourrais trouver. Je tombe sur Idrissa Berkane, l'essayiste, qui fait une vidéo intitulée « J'accuse », qui est sur YouTube.
Et dans cette vidéo, il explique ce que je viens de lire, et il dit que c'est très grave, que c'est un scandale sanitaire énorme, etc. Il y a son numéro de téléphone, donc j'arrive à le joindre, et il me répond. Et c'est lui qui me dit, mais bien sûr qu'il faut porter plainte, madame. Je vous encourage à le faire. Et je me dis, oui, c'est clair qu'il faut le faire. Alors justement, vous portez plainte. Comment vous êtes reçu quand vous décidez d'aller porter plainte ? Très bien, parce que j'appelle un avocat qui a déjà eu des appels de plusieurs familles et qui me dit, oui, on va se réunir, on va voir comment on peut faire, mais bien sûr, il ne faut pas en rester là. Comment mesurez-vous l'ampleur des dégâts, j'allais dire ? Combien de familles êtes-vous à avoir été en justice, à vous être rendu compte de ces atrocités, il faut bien le dire. Aujourd'hui, le scandale a frappé combien de familles ? Alors, combien de familles exactement, c'est un calcul. Il y a à peu près 600 corps qui arrivaient au centre du don des corps tous les ans. Et le scandale a duré une 30aine d'années. On a retrouvé des diapos de 1988, où on voyait que c'était déjà un charnier. Donc depuis tout ce temps-là, ça fait du monde. Ce qu'on a du mal à appréhender quand on lit votre ouvrage et quand on prend connaissance de cette affaire, c'est on se demande comment c'est possible en plein Paris en fait d'avoir un charnier, comme vous le dites, parce que c'est le terme qu'il faut employer. Dans une faculté de médecine, on se dit c'est un problème de moyens, c'est un problème de dispositif, c'est un problème, j'allais dire, logistique, ou pas seulement ? Je pense que c'est multifactoriel. Il y a un problème de moyens, ça c'est sûr, parce que depuis 1953, création du centre, apparemment ça n'a jamais été nettoyé, décontaminé, etc. Le sol est en carrelage, et les murs aussi d'ailleurs, un carrelage orange, et il y a des traces, des couches de crasse, de sang séché, enfin c'est immonde. Ça n'a jamais été nettoyé ni décontaminé. Après, on a des préparateurs de corps qui ont des problèmes d'alcool, pour certains. D'autres qui deviennent dingues, mais ça peut se comprendre avec les conditions de travail dans lesquelles ils sont tous les jours. Il n'y a plus d'humanité, c'est déshumanisé complètement. Un corps arrive, on lui coupe la tête parce qu'on va soit s'en servir pour disséquer, soit s'en servir pour faire du marché noir et vendre des crânes. On démembre les corps à même les couloirs. Enfin, vous voyez, il n'y a plus rien d'humain dans tout ça. Alors arrêtons-nous sur ce dont vous venez de parler, qui est, alors là, sans doute la chose la plus hallucinante que vous racontez, le marché noir de cadavres, ou de morceaux de cadavres en France, dans le 6e arrondissement de Paris. Oui, sous le manteau, le samedi matin au 5e étage. Avec des corps qui partent dans des voitures de particuliers. Dans des coffres de voitures, oui. Oui. Après, les préparateurs de corps que j'ai vus pour écrire mon livre m'en ont parlé, oui. Et d'ailleurs, le professeur Alexandre Mignon, qui était un élève d'Axel Kahn, le dit aussi. Il l'a prévenu plusieurs fois de ça. Mais je vais dire quelque chose de façon assez basique, mais quelle est l'idée derrière ? Qu'est-ce qu'on fait avec un cadavre dans le coffre de sa voiture ? Ça, c'est la question. Où partait-il ? On ne sait pas. Alors après, il y a plein d'hypothèses, mais c'est vrai qu'il y a des dissections sauvages, a priori. Moi, on m'a parlé de messes noires. Je ne sais pas, mais il paraît que ça existe encore. Voilà. Et ces cadavres sont monnayés ? Bien sûr, rien n'est gratuit. Enfin, tout ça, c'est une histoire de business derrière, c'est une histoire d'argent. Donc évidemment, il y a de l'argent qui rentre en dessous de table dans les poches de certains, bien sûr. Mais alors certains, précisément, selon vous, selon ce que vous avez mené une enquête, disons-le, qui se rémunère de cette façon ? Qui prend de l'argent de cette façon ? Les préparateurs de corps, certains, qui arrondissent les fins de mois. Il y a celui qui s'occupe des têtes, il fait que des têtes, donc il vend des crânes. Voilà, il y a celui qui vend des squelettes, il y a... Tout se monnaie, tout se vend. Il y a du marché noir parce qu'il y a de la demande. Il y a des cabinets de curiosité, ça je l'ai appris aussi. Donc il y en a qui ont plaisir à avoir chez eux des morceaux de corps. Epstein, le fameux, avait lui des globes oculaires dans son salon. Voilà. Pour faire de la décoration ? Pour faire de la déco, c'est particulier. Et alors vous me dites, ces préparateurs de corps faisaient un petit business pour arrondir leur fin de mois, mais est-ce que c'était, j'allais dire en cachette avec succès ? Est-ce que personne ne le savait ? Ou est-ce qu'au contraire, au-dessus d'eux, des gens étaient au courant et les laissaient faire parce que quelque part, ils se disaient, bon, c'est la contrepartie d'avoir un métier difficile ? Il semblerait que tout le monde savait et que tout le monde laissait faire. Je pense à Guy Valencien, professeur Guy Valencien, qui était à la fois directeur du Centre du don des corps et en même temps qui avait monté son école de chirurgie privée au 5e étage aussi, donc dans la fac de médecine quand même, et qui allait se servir des corps qu'il achetait au tarif réglementaire et qui les revendait après plusieurs fois à des gens qui venaient disséquer chez lui à son école de chirurgie. Donc lui aussi se faisait beaucoup d'argent. Donc ce qu'on comprend, c'est que en dehors des
du marché noir, j'allais dire, presque, de corps. Ce sont essentiellement des scientifiques et des médecins qui devraient normalement avoir affaire à ces corps donnés à la science. Oui. Et ces gens sont amenés concomitamment à travailler avec des personnes humaines, vivantes, dans des hôpitaux, tout en côtoyant des morts traitées telles que vous le racontez, c'est-à-dire des scènes épouvantables, brutales, violentes, sanglantes. Déshumanisées. Comment, quand vous avez pris conscience de cela, alors pour vous, et bien entendu, c'est d'autant plus terrible puisqu'on parle de votre maman, mais comment avez-vous appréhendé cette situation en vous disant que, concrètement, comment peut-on penser que les gens qui cohabitent avec une telle situation ont un état de santé mentale sain ? On peut se poser des questions. C'est clair, mais voilà, je ne vais pas trahir un secret en vous disant que je pense encore à Guy Valencien, parce que je suis toujours étonnée qu'il ne soit pas mis en examen, ce monsieur. Ça viendra peut-être. Mais Guy Valencien, qui est un urologue très réputé, qui a touché les prostates du tout Paris et de toute l'élite parisienne, qui racontait à la BBC sans aucun problème que pour lui c'était normal, quand les patients étaient anesthésiés au bloc opératoire, de faire à ses étudiants des touchés rectaux ou des touchés vaginaux, sans le consentement des patients bien sûr. Dans le droit français, ça s'appelle un viol. Donc ça servir de cobaye pendant qu'ils étaient anesthésiés. Oui, il a dit moi j'ai été formé comme ça, on m'a appris comme ça, donc je refais pareil. Donc où est le côté humain là encore, avec le consentement éclairé ? Le côté éthique ? Et le côté éthique, oui. Aujourd'hui, où en est la justice sur votre dossier ? Alors l'instruction est en cours. J'ai rencontré la juge au mois de décembre 2022, qui m'a paru être quelqu'un de très humain et qui avait vraiment envie d'investiguer, de faire avancer les choses. Je n'ai pas eu le dossier d'instruction à jour, donc je ne peux pas vous dire si ça a bougé. Je sais juste qu'elle a demandé des compléments d'enquête, par contre. Donc je pense que ça a quand même servi à quelque chose que j'aille la voir. Et puis elle a auditionné une personne que je lui ai recommandé d'entendre, parce que cette personne avait des choses intéressantes à lui dire. Et alors, est-ce que vous avez le nombre de mises en examen, le nombre de personnes qui ont été entendues depuis le début, etc., etc. Alors, nombre de personnes entendues, ça, je ne l'ai pas. Nombre de mises en examen, il y en a 4. Il y a l'université, il y a donc 2 préparateurs. Oui, c'est ça, 2 préparateurs de corps. Et puis, il y a des petites mains sales, comme je les appelle. Et puis, il y a l'ancien président de l'université, Frédéric Dardel. Voilà. Et vous avez évoqué tout à l'heure le nom d'Axel Kahn, qui est décédé aujourd'hui. Oui. Dans quel contexte aurait-il été responsable partiellement de ce qui avait pu se passer ? Il a été mis au courant. Alors déjà, c'était le président de la fac à l'époque. Et puis il a été mis au courant notamment par Alexandre Mignon, des corps qui partaient dans les corps de voiture, des choses comme ça. Et il n'a pas voulu faire quoi que ce soit. Et il a même menti, puisqu'il a dit plus tard qu'il n'était pas au courant. Est-ce que vous avez l'impression que c'était une particularité de l'université Descartes ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une particularité française ? Non, alors j'espère que c'est vraiment une particularité de Descartes. Maintenant, je sais qu'il y a eu d'autres facultés de médecine où c'était pas très clean non plus. C'est dans mon bouquin, on pourrait le lire sans problème. Donc il y a des endroits où c'est pas non plus très carré. Bon, depuis, je pense que les gens se sont mis un petit peu plus au clair avec la situation. Je sais qu'ils ont resserré les boulons à droite à gauche parce qu'ils ont peur justement d'un nouveau scandale. Voilà, mais il n'y a effectivement pas des Descartes partout, il ne faut pas non plus exagérer. Il y a des endroits où on peut donner son corps en toute confiance. J'ai rencontré des dirigeants de centres de dons qui avaient l'air d'être des gens très bien. Et alors justement, la question qu'on se pose, c'est évidemment votre jugement quant à ce choix de votre maman, à ce fameux don de son corps à la science. Est-ce qu'aujourd'hui vous portez un regard sur cette décision plus dur, plus nuancé, j'allais dire, ou qu'est-ce que vous en pensez ? Ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que je me suis dit, elle s'est encore fait avoir. Ça, c'était vraiment ma mère. Trop gentille, elle s'est fait avoir. Voilà. Mais le problème, c'est que mon papa veut donner son corps aussi. Malgré toute cette histoire. Non, pas du tout. Il m'a dit, j'ai promis à ta mère et je ne reviendrai pas sur ma décision. Alors, Descartes, c'est fermé, donc il ne pourra pas. Donc, il va donner rue du Fer à Moulins. Oui. C'est déjà ça ? Voilà. Donc il va donner au 2e centre parisien, qui est rue du Fer à Moulins, qui dépend de l'AP-HP et qui apparemment est bien tenu. Vous avez écrit, j'imagine, aux décideurs politiques, aux ministres de la Santé successifs, puisqu'en 30 ans, il y en a quand même un certain nombre qui a dû défiler, au Premier ministre peut-être, au Président de la République, Emmanuel Macron, puisque c'était déjà lui, au moment de la révélation de ce scandale, qui, appelons-le comme il est, un scandale d'État. Oui. Donc on a écrit quand j'étais vice-présidente de l'association, et on n'a eu aucune réponse.
Toujours aujourd'hui, aucune réponse? Rien, on n'a pas eu de cellule d'aide psychologique non plus mise en place, rien du tout, on se débrouille tout seul. Accusé de réception? Non, même pas. Alors oui, c'était accusé de réception, on voit qu'ils ont reçu les courriers, ça c'est sûr, mais il n'y a pas eu de réponse. Comment voyez-vous cela? Comment interprétez-vous cela, cette forme de déni ou de mépris? Moi je pense que c'est plutôt du mépris, ouais. Ça m'étonne pas tellement, finalement, quand on voit la politique actuelle menée en France, ça va dans le même sens. Alors, j'ai dit que je faisais pas de politique et j'en fais pas, mais j'ai l'impression qu'on nous méprise un petit peu quand même, ouais. Comment voyez-vous cela, ce mépris? On a tendance à parfois dire qu'on perd en humanité, mais cet égard, comment comprenez-vous cela, ce traitement qui a été infligé au corps, encore une fois? Est-ce que pour vous, c'est que ces gens qui côtoient la mort, à savoir les médecins, les scientifiques, démystifient totalement la portée de l'âme, la portée de l'humanité, ou comment voyez-vous cela, vous? C'est à l'humain que je m'adresse, plus qu'à la fille de victime, presque. Oui, alors je pense que déjà, effectivement, travailler dans ce charnier déshumanisé, ça vous déshumanise. Et puis quand on est étudiant en médecine, on a intérêt à pas trop la ramener quand même. Si on veut pouvoir évoluer, si on veut pouvoir finir ses études, être bien noté, faut pas faire de vagues. Donc il y en a certains qui ont dû se dire mais c'est affreux ce qu'on côtoie, mais on va pas le dire parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer derrière. Quand on est médecin, c'est pareil, on sait qu'il se passe des choses, on n'ose pas le dire non plus, parce que notre carrière va s'arrêter net sinon. Donc c'est une forme d'omerta généralisée finalement. C'est une omerta. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Si tu dis un truc, moi je dis un truc sur toi, ou je te bloque. On s'est rendu compte quand même dans le livre que vous pouvez interagir avec des gens qui ont travaillé à Descartes. Oui, c'est pas facile quand même. J'imagine. Ils sont anonymes d'ailleurs dans votre ouvrage pour la fait. plupart, mais on se dit que beaucoup de gens devaient souffrir aussi à l'intérieur. Oui, je pense qu'il y avait une grande souffrance. De toute façon, il y a des personnes qui étaient touchées par l'alcoolisme. Il y en a qui devenaient un peu dingos. Je pense que ça n'aide pas de travailler dans ce contexte. Et puis, il n'y a aucune reconnaissance. Il n'y a pas de diplôme non plus de préparateur de corps. Ça, c'est des choses qu'on avait suggérées au ministère quand on avait travaillé sur l'encadrement du don du corps. On a forcé un peu pour être reçu, pour mettre au point le décret qui a été mis au point en 2022, en disant, voilà, nous, on aimerait qu'il y ait quand même une reconnaissance du métier de préparateur de corps, que ces gens-là soient un petit peu valorisés, qu'on les responsabilise, qu'on les analyse un petit peu aussi, voir s'ils ne sont pas un peu tordus au départ. Voilà. Pour être sûr que c'est qu'elle arrivait. Qu'il n'y ait pas de déviance derrière. Comment sortez-vous de ce... Parce que vous expliquez dans le livre que finalement, quand vous avez appris tout cela, c'est un peu un deuxième processus de deuil qui va devoir commencer. Et j'imagine qu'aujourd'hui, ce deuxième deuil n'est pas terminé, car c'est la justice qui fermera peut-être ce processus. Je pense que c'est ça. Ouais. Je pense qu'effectivement, tant qu'il n'y aura pas eu justice... En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, parce que j'ai été interviewée sur une radio il n'y a pas longtemps, et il y avait un prêtre qui était là, avec qui je parlais, et qui disait, de toute façon, tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de pardon. Parce que je disais, moi, ce qui pourrait m'apaiser maintenant, aujourd'hui, on m'a posé la question, je dis, c'est d'arriver à pardonner. Mais j'en suis pas là du tout. J'en suis même très loin, il y a encore beaucoup de colère. Et c'est vrai que si justice ne passe pas, je vais avoir du mal à passer à autre chose. Il devrait y avoir un procès? J'espère bien. Vous serez confronté finalement aux principaux acteurs de cette affaire? Oui. Et vous attendez ce moment ou vous le redoutez? Je l'attends avec impatience. J'ai envie de voir à quoi ils ressemblent en vrai. Est-ce qu'ils sont capables de me regarder dans les yeux? Ça ne changera pas grand-chose, mais oui, j'ai besoin de voir les bourreaux de ma mère, oui. Et aujourd'hui, quelles sont les informations dont vous disposez sur, tout simplement sur ce qu'a subi votre maman et surtout sur, j'allais dire, la fin de chaîne, la fin d'un cycle, tout simplement, puisque finalement, dans le livre, on comprend qu'eux-mêmes ne savent pas très bien. Non, et alors, eux ne savent pas, à mon avis, parce que la traçabilité était nulle. Et du coup, moi, je ne sais pas non plus. Parce qu'on avait obtenu avec l'association que certaines familles qui le souhaitaient puissent avoir des infos sur ce à quoi avait servi le corps de leurs proches. Donc moi j'ai fait la demande parce que j'avais envie de savoir et j'ai reçu juste une lettre me disant qu'elle n'avait servi ni à la recherche ni à de la science. C'est embêtant. Ah oui, c'est embêtant, surtout qu'elle donnait pour ça. À la science. Voilà, donc je dis ok, mais à quoi a-t-elle servi? Et là on me répond secret médical. Donc ça ne tient pas, évidemment, mais non, ils n'ont pas voulu me dire.
Marrant d'être attaché au secret médical, là. Ah oui, mais c'est Parce intéressant. qu'on a connu des temps où c'était moins important. Ah oui, c'est complètement, ouais. Complètement, c'est quand ça les arrange. Alors du coup, je ne sais pas, et je veux absolument savoir s'il y a des registres, et normalement il y en a. Normalement, ils sont même informatisés, ça je l'ai su après. Donc moi, je veux absolument qu'on me dise ce qui s'est passé, même si c'est terrible, même si c'est un truc abominable, au moins je saurais. Ne pas savoir est pire. Mais finalement. exactement, c'est pire que tout. Parce que vous imaginez, vous fantasmez des trucs horribles, alors que si ça se trouve, c'est terrible quand même, mais ils l'ont peut-être laissé pourrir dans un coin, puisqu'ils laissaient pourrir les corps. Et ils se sont aperçus au bout de 2 mois qu'il était plus praticable et ils l'ont incinéré. Peut-être que c'est juste ça. Mais dites-le moi, que je sache. Merci beaucoup Laurence Dezelay pour cet ouvrage très dur à lire. Évidemment, on imagine votre peine et votre chagrin. Je vous invite tous à prendre conscience de ce qui est un scandale d'État et de suivre d'ailleurs l'avancée de cette justice qui peut-être passera. Je vous rappelle le nom de cet ouvrage, Pardon maman, pour ce qu'ils t'ont fait. C'est chez Plomb et c'est toujours disponible sur la boutique de TVL sur tvl.fr. À bientôt.